Ah, vous êtes là. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo dans laquelle on va parler d'ambiance maritime dans le cinéma. Alors, par ambiance maritime, ça va autant parler des films qui se passent sur l'eau que des films qui se passent dans les îles. C'est des films où on ressent vraiment une ambiance voilà, de sel, où on sent un peu l'air marin, où on a vraiment cette atmosphère qui fait l'ambiance insulaire. Et pour ça, j'ai sélectionné différents films, il y en a 22 au total. Et ces films vont me permettre d'aborder différents genres qui ont voulu traiter un petit peu ce concept d'ambiance sur la mer. Donc on va pouvoir voyager un petit peu, il y a toujours de l'horreur, il y a de l'aventure, il y a du drame, il y a tout un tas de différentes références qui me semblent importantes et qui sont toutes assez qualitatives. En tout cas, elles ont toutes des points qui sont intéressants et donc dans ces références, j'espère qu'il y en a que vous avez déjà vus et d'autres que vous allez pouvoir découvrir. On va commencer par les films qui veulent avoir une approche plus documentaire, plus proche du terrain, dans le détail. Et pour commencer, j'ai pris All Is Lost, qui est sorti en 2013 avec Robert Redford dans le rôle principal. Alors ce film est un film de survie, un peu comme Arctic avec Mads Mikkelsen, s'il y en a qui connaissent. C'est un film où l'acteur doit parler à peu près 5 minutes maxi sur l'heure et demie du film. C'est un film qui prend le parti de filmer un navigateur qui fait une traversée en solitaire et il subit une avarie et peu à peu cette situation va s'aggraver au point qu'il va en être à devoir survivre tout seul et sans avoir pu donner l'alerte. Donc il y a beaucoup de détails dans ce film qui passe essentiellement aussi par l'ambiance sonore. Il y a assez peu de musique, c'est seulement voilà, de petites touches de musique, d'ambiance. Donc tout est fait pour favoriser l'immersion du spectateur aux côtés de Robert Redford pendant qu'il est en train de vivre toute cette situation. Et il y a plusieurs petits trucs de survie que le film donne qui sont réalistes, qui sont connus des marins et qui peuvent éventuellement être utiles si jamais il y a des situations de crise dans lesquelles on peut se retrouver. Donc film qui a un petit intérêt pédagogique et en même temps un petit côté documentaire qui est bien fait et qui donne une assez bonne ambiance des traversées en solitaire puis après de la survie. Donc dans tous les cas, je vous recommande ce petit film qui est un film posé où le rythme est créé par la situation, qui n'a pas besoin d'être exceptionnel pour créer de la tension et par le jeu tout en naturel de Robert Redford. Donc je vous invite à le découvrir. Ensuite, j'ai sélectionné Océan. Océan, c'est un documentaire de Jacques Perrin qui est sorti en 2009. Et ce documentaire qui compile un petit peu plusieurs sources et de très nombreuses images qui ont été tournées de par le monde, est un documentaire que je vais qualifier d'épique parce que chaque plan qu'il montre est incroyable. C'est d'une puissance, c'est d'une beauté. Il y a toujours un culte de l'esthétique qui est naturel et qui est fascinant. Ça foisonne tellement de détails, c'est tellement beau dans la variété des formes, des espèces qui nous montrent, dans les comportements des poissons qui filment. Il y a des mouvements de caméra, on se demande un petit peu comment ils ont réussi à les faire, comment est-ce qu'ils ont réussi à être au cœur d'une mêlée de poissons alors que justement les poissons évitent les prédateurs. Il y a tellement en fait, de choses incroyables dans ce film qui est truqué, hein. Il y a beaucoup de trucage numérique et de mise en scène qui met de la mise en scène efficace puisqu'elle s'efface en fait et qu'elle laisse la beauté des images englober tout le film et immerger le spectateur avec la caméra. Film qui est aussi un peu engagé. Il y a dans la dernière partie, il y a beaucoup plus on va dire, de tracts écologistes contre la pêche, contre la pollution marine.
c'est fait très efficacement. C'est ça qui est plaisant aussi avec ce film, c'est qu'il appuie son message, mais il le fait en appuyant avec des séquences et des images qu'il a bien filmées, qu'il a très bien mises en scène. Là, cette séquence avec le requin qui a les ailerons coupés et qui agonise au fond de la mer, par exemple, est insoutenable. Et en fait, c'est un trucage, hein, c'est un faux requin. Pendant le tournage du film, il l'explique, évidemment, ils n'ont pas tué un requin pour faire le film. Mais l'efficacité émotionnelle de cette séquence, le message, il va direct dans la tête, quoi. Et c'est un régal pour les amateurs de superbes images. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne sera pas réceptif à ce film. C'est d'une beauté incroyable et c'est du cinéma qui est très efficace dans sa mise en scène. En pleine tempête. C'est un film des années 2000 qui a été tourné par Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen qui est un habitué des films catastrophes. Il a tourné Poséidon, il tournera Troie aussi un peu plus tard. C'est Troie, son film le plus connu. Mais En pleine tempête a de très bons arguments. C'est là aussi un film catastrophe qui vend la tempête. Mais le film dure 2 heures. Et la première heure sert à planter le contexte. Et le film prend beaucoup de temps pour nous montrer le quotidien d'une équipe de pêcheurs d'espadons. Il y a aussi un gros casting. Le chef d'équipe, c'est George Clooney. Il y a aussi John Cerrilli qui vient jouer un rôle très dramatique, pas particulièrement drôle, où il est très bon. Et il y a aussi Mark Wahlberg qu'on connaît, c'est pas beaucoup à l'époque, mais qui aujourd'hui a quand même bien progressé. Et ça prend vraiment le temps de poser les différents personnages. Et il y a pas mal d'émotions aussi qui passent par les femmes qui ne font pas partie de l'équipage, qui restent au port, mais avec lesquelles en fait il y a beaucoup d'enjeux émotionnels qui sont posés et qui sont cultivés au cours du film. Et ce qui est assez plaisant, c'est qu'il y a beaucoup de détails sur le monde de la pêche. C'est clairement montré comme un métier dangereux. Il y a plusieurs séquences qui sont un petit peu impressionnantes, même avant qu'il y ait de la tempête. Et une fois que la tempête arrive avec ces thématiques, ça ressemble, elle est clairement montrée comme un jugement divin. Et comme l'équipage a pris certaines décisions, il y a le côté un petit peu punition divine qui arrive dans le scénario, le défi lancé aux dieux, etc. Il y a de la symbolique, il y a de la tension. Et pas mal d'émotions aussi. Le film fait des choix qui sont intéressants à la fin et je vous laisse apprécier le résultat. Si vous ne connaissez pas en tout cas, comme ce film n'a pas hyper bien marché, il n'est pas très connu, pourtant il est plein de très bonnes qualités et on vous invite vraiment à le découvrir. Ensuite, je vais parler de Moby Dick. Il y a la version de 1953 dont on va parler, de John Huston, et il y a aussi la version de 2015, Au cœur de l'océan, qui est censée nous raconter les vrais événements qui ont eu lieu et qui ont inspiré Moby Dick. Alors, les deux films sont assez similaires en pas mal de points, donc on va en parler. Moby Dick, c'est un film donc des années 50 qui se distingue essentiellement par une excellente ambiance avec beaucoup de bons acteurs, dont Gregory Peck qui est devenu légendaire en ACAB, c'est clairement un des rôles de sa vie et il est mémorable dans ce capitaine qui là aussi lance un défi aux dieux. Il y a régulièrement cette thématique divine de lancer un défi, aux éléments et donc dans ce film-là, c'est adaptation assez fidèle du bouquin où on va d'abord suivre la chasse à la baleine dans ses détails et avec quelques trucages qui sont excellents pour l'époque. On sait qu'en fait tous les trucages en mer ce sont des maquettes, il n'y a pas eu de tournage en mer, c'est comme ça qu'ils s'en sont bien sortis. On reparlera des Dents de la mer pour ces problèmes-là. Mais c'est un film de studio qui a été tourné en studio et malgré l'aspect studio, le film a quand même une vraie atmosphère marine. Les trucages sont, encore une fois, ils n'ont pas vieilli. Les baleines
La chasse à la baleine et les baleines, je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire. Enfin, j'ai une idée, mais le rendu, à part le détail de l'eau qui effectivement, les gouttes sont très grosses par rapport aux maquettes. Ça c'est une question d'échelle, mais dans le résultat, c'est incroyable. Ça fonctionne vraiment toujours bien aujourd'hui et la trame de l'histoire fonctionne toujours. Elle a gardé son potentiel symbolique. Donc c'est un petit chef-d'œuvre en termes d'ambiance et de film historique, en tout cas de film qui a marqué l'histoire du cinéma. Donc à voir pour la référence et le jeu d'acteur incroyable de Gregory Peck. Et parlons maintenant de sa copie, de son remake 2015. C'est quand même beaucoup moins bon parce que Ron Howard est un réalisateur, qui est très classique. Il fait des films très classiques, mais il a un style que je trouve très télévisuel. C'est un réalisateur qui n'a pas tendance à utiliser beaucoup d'effets, mais parfois il reste un peu trop posé, en fait un peu trop posé au sol. Il n'y a pas vraiment d'audace visuelle qui fait qu'on a la sensation de vraiment être dans un film de cinéma. Et le gros problème de Au cœur de l'océan, c'est qu'il y a beaucoup trop d'effets numériques et qui se voient. Il y a énormément d'incrustations numériques, de plans bizarroïdes, même la texture de l'image, ça se voit que c'est tourné en caméra numérique et c'est très 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 numérique. Le rendu est très très lisse, beaucoup trop lisse en fait pour favoriser l'ambiance à l'ancienne, parce que ça doit être un film tourné à l'ancienne. Le problème c'est que tout est kitsch dans le mauvais sens du terme. On n'y croit pas, on a du mal un peu à y croire. Ça n'enlève pas qu'il y a d'excellentes séquences dans ce film, notamment la chasse à la baleine qui fourmille de détails, qui a plein d'idées de mise en scène avec des caméras qui rentrent sous l'eau pour suivre les baleines, qui suivent les mouvements des baleines puis qui remontent à la surface pour aller retrouver les barques. Il y a de bonnes idées à ce niveau-là et les séquences évidemment avec la baleine géante sont géniales. C'est ça qu'on voulait en allant voir le film. Le problème, c'est un peu tout le reste et une fin interminable en mode radeau de la Méduse qui a du mal à passer. Donc pour moi, Au cœur de l'océan, c'est un film qui vaut la moyenne. C'est pas vraiment bon parce qu'on a du mal à rentrer dans l'ambiance. Il y a un gros problème d'ambiance qui est dû essentiellement à la technologie qui n'est pas adaptée au tournage de ce film. Mais les acteurs font ce qu'ils peuvent et à ce niveau-là, c'est pas si mal. Thor Ragnarok n'est pas trop mal dans son rôle. C'est probablement le personnage le plus charismatique du lot avec celui de Cillian Murphy. Mais c'est clairement pas du grand film. C'est pas des références comme j'ai pu en citer avant ou même en pleine tempête qui sont plutôt au-dessus à ce niveau-là. Enfin, je vais citer aussi Master and Commander. Lui est beaucoup plus connu, il a beaucoup mieux marché. Et bon, Russell Crowe. Russell Crowe qui surfait sur sa vague de Gladiator et qui ressortait grande épopée historique, etc. Donc ça marche direct. Bonne approche là aussi historique. Il y a une méthode de filmer qui est assez à l'ancienne, des effets spéciaux qui se fondent plutôt bien en fait dans le naturel de la mise en scène et un suspense qui est bien entretenu et qui a assez peu d'effets dramatiques, qui se base vraiment sur une situation et qui cultive un petit peu les enjeux par-ci par-là en ayant aussi cette approche un petit peu de naturalisme zoologique aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sympathique parce qu'à l'époque c'est vrai qu'il y avait encore cette recherche et ce mythe autour de la mer qu'on ne connaissait pas et qu'il fallait cataloguer et inventorier. Il y a ces ambiances-là dans ce film qui le rendent très agréable pour un film de reconstitution et qui sont très plaisantes en termes d'ambiance maritime. Donc, une référence plutôt solide, même si moi j'y ai pas particulièrement adhéré, c'est un film
très bonne qualité et qui est plutôt solide sur ses bases, qui va bien vieillir. Maintenant, j'aimerais parler de films qui vont avoir plutôt une ambiance insulaire, où ça va vraiment être des personnages qui vivent sur une île et où on s'intéresse à leur quotidien et à l'ambiance qu'il y a tout autour d'eux. Et du coup, pour commencer cette petite sélection sur les îles, j'aimerais parler de Dorothy, qui est un film de 2008, pas particulièrement connu. On va suivre une psychologue qui va aller sur une île pour enquêter sur une jeune fille qui est accusée d'avoir voulu tuer un bébé. Et on va suivre un petit peu les événements et on va se rendre compte que c'est pas aussi simple qu'on le pensait. Alors ce film est vraiment un film d'ambiance dans toute sa première partie et peu à peu ça évolue. Il s'est fait un peu défoncer parce que en fait il se vendait comme un film de possession. D'ailleurs au niveau des affiches c'est assez visible. Il était vendu comme un film de possession et en fait c'est pas du tout ce trip-là. En fait il y a un côté fantastique qui arrive au fur et à mesure du film et ça change l'ambiance au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est d'autres personnes qui possèdent, c'est pas du démon en fait, c'est complètement différent. Donc c'est pour une question en fait de promesses pas tenues que le film s'est fait un peu étrier, mais c'est pas forcément sous cet angle-là qu'il faut le voir. En termes d'ambiance, vraiment, il développe les personnages durant la première heure et c'est très important parce que en fait c'est important pour la suite. C'est logique par rapport à ce que le film veut planter. Et il y a vraiment ce contexte très isolé, il y a cet isolement sur l'île au fin fond de l'Irlande qui fait qu'on a vraiment une ambiance qui marche bien déjà dès le début en termes d'esthétique et de cohérence psychologique avec les personnages. Et il faut mentionner quand même que l'adolescente qui est en tête d'affiche joue plusieurs caractères en fait. Elle est censée jouer plusieurs personnages puisque c'est elle qui est censée être possédée. Et quand on comprend un petit peu mieux ce qui est en cours, c'est vrai qu'il y a un peu plus de mérite et qu'il faut relever un petit peu le travail qu'elle a accompli en tant qu'actrice. Petit film fantastique, drame fantastique qui mérite donc d'être redécouvert. Dorothy a ce petit culte de l'ambiance dans sa première partie et un peu tout au long du film qui mérite en fait d'être redécouvert sans grosses attentes. C'est un petit film intéressant qui, comme il a été oublié et qu'il a voulu faire des petites originalités avec le thème de la possession, c'est une redécouverte que je propose, qui est sympathique et qui a le mérite d'avoir certaines qualités, en tout cas pour se défendre. Dans cette catégorie justement, il y a Breaking the Waves de Lars von Trier, sorti en 1996, qui a remporté un certain nombre de prix, qui a été remarqué à Cannes, etc. C'est un excellent drame qui se passe là aussi dans le contexte d'une communauté isolée où on va suivre une femme qui choisit contre l'avis de sa communauté de se marier avec un étranger qui exploite, qui travaille sur une station pétrolière au large. Et quelques mois après leur mariage, il est victime d'un accident qui le paralyse à vie. Et on va suivre un peu le calvaire de sa femme qui va essayer de reconstruire sa vie, mais va faire des choix, parce que c'est un peu ambigu, mais elle fait certains choix qui vont être extrêmement mal vus par sa communauté, et peu à peu sa vie va se transformer en enfer. C'est un film extrêmement dur, avec sa personnage principale, c'est très dur humainement, et il y a en même temps ce culte de l'atmosphère insulaire très rude
très très froide, il y a toujours un vent qui souffle et c'est vraiment le bord de mer pas hospitalier. On le sent, c'est un film qui est dur et qui est froid et ça se ressent aussi dans toute son ambiance justement maritime. Et la description de la communauté, c'est génial. Il y a d'ailleurs un clin d'œil aux Dents de la Mer qui est fait à un moment, un duel entre un des étrangers justement qui est en train de boire son café dans son gobelet. Il y a à côté un patriarche de la communauté qui est là et qui le regarde. On sent tout le mépris qui passe dans son regard. Le mec qui a son café, il est là, il boit. Le papy à côté continue de le regarder, prend son boc de bière, le vide d'un coup. L'étranger prend son gobelet, il l'éclate dans sa main. Et là, le vieux prend son verre, l'éclate et s'enlève les bouts de verre. Tout est dit dans ce plan, quoi, au niveau de la communauté. Elle a ses règles et même si c'est très con, elle aura le dernier mot. Et c'est génial. C'est un prélude à tout ce qui se passe dans la suite du film. Et excellent film. Encore une fois, Lars von Trier est un excellent metteur en scène et il sait exactement ce qu'il veut mettre en avant au niveau émotionnel et avec ses personnages. Et ça, c'est l'époque où il faisait ces drames qui ont fait un peu sa grande carrière avant de partir dans les films à scandale. Mais grand film, grand drame avec une ambiance délectable du début à sa fin pour ceux qui apprécient ces îles rocheuses battues par les vents avec assez peu de végétation. Nous allons maintenant parler de Dolores Claiborne qui est là aussi un drame qui se passe en milieu insulaire où le premier rôle est tenu par Kathy Bates et celui de la fille par Jennifer Jason Leigh. C'est une adaptation de Stephen King dans l'aspect dramatique, parce que Stephen King est un auteur qui est très connu pour son horreur, mais il a aussi écrit des drames, et des drames qui sont très souvent féministes. Il est très féministe dans ses textes, et ça se ressent aussi dans son horreur. Il y a régulièrement des portraits de femmes qui sont très développés ou très empathiques. Et ce film-là est particulièrement empathique avec le personnage de Kathy Bates, qui est d'abord montrée comme trouble parce qu'elle commence en étant suspectée de meurtre. Et peu à peu, on va découvrir son histoire, on va voir un petit peu ce qu'elle a vécu, etc. Et c'est plus une étude psychologique et dramatique de la femme battue, et en même temps dans une société un peu machiste, insulaire, qui est développée. Et il y a ce côté vraiment prendre le ferry, c'est tout un cheminement, c'est revenir dans le passé, c'est revivre un peu tous les événements qu'elle a vécus. Et il y a cette ambiance, même si c'est plus un film qui se passe en intérieur et qui a quelques séquences en extérieur, mais une moitié du film quand même, il y a vraiment ce côté ambiance insulaire avec basse végétation aussi, pas mal de vent, lieu qui est à la fois pas propice, en tout cas hostile en fait l'hostilité vient surtout des hommes qui habitent là, et propice pour certains moments et certaines séquences. Et pour ça, je vous laisserai voir le film. C'est un excellent numéro d'actrice. Il y a de très très beaux caractères et de très bonnes performances. En même temps, Kathy Bates, c'est je pense, une des meilleures actrices de sa génération. On la connaît assez peu parce qu'en fait, un de ses rôles les plus connus, en tout cas le film le plus connu dans lequel elle est jouée, c'est Titanic. Ils auraient eu autre adaptation de Stephen King et un carton plein. Là, excellent thriller aussi à découvrir, bien sûr. Elle joue dans toute la série des American Horror Story. C'est d'ailleurs elle joue très souvent les meilleurs personnages de la série. Dolores Claiborne ne démérite pas en comparaison de ses belles références. C'est vraiment un film à découvrir et encore une fois sous une ambiance très austère qui est assez plaisante.
Ensuite, je vais passer au thème un peu du phare. Et là, ça va plus forcément être du drame, ça va plutôt être du thriller et un peu d'horreur. Le premier que je veux citer, c'est un film qui est assez peu connu, c'est La Tour du Diable de Jim O'Connelly des années 70, en fait de 1972. C'est un film qui n'est pas du tout connu et qui a un style intéressant parce qu'il a une approche qui est gore. Ce film est inhabituellement gore pour un film des années 70. C'était l'époque de la Hammer et c'était, même si on commençait à montrer du sang, c'était pas vraiment encore du vrai gore. Là, il y a quand même, dès le début, il y a des gens qui sont en morceaux sur la plage, il y a des têtes coupées, il y a un tas de choses qui, dès le début, mettent dans une ambiance qui est extrêmement tendue. Et le film part assez vite dans un montage de plusieurs choses en parallèle, à savoir qu'il y a une survivante qui est trouvée sur une île sur laquelle il y a eu un carnage. On suppose que c'est elle qui a fait les meurtres, mais elle a des blocages psychologiques qui l'ont complètement traumatisée. Et donc du coup, on a d'un côté la fille qui est en train de faire sa thérapie et qui peu à peu a des souvenirs qui lui reviennent. Et pendant ce temps, une équipe d'enquêteurs qui est envoyée sur l'île pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et il y a évidemment certains événements qui vont commencer à se reproduire, mais pas tout à fait de la même façon. Et on a ce montage avec généralement les souvenirs qui arrivent et qui posent un peu certains avertissements et les mêmes éléments qui reviennent plus tard et qui renforcent la tension. C'est un film très sympathique qui est vraiment une construction en film d'ambiance, film bis, on sent que c'est un film de studio également, où on a un ancêtre un peu du slasher, mais c'est pas encore un slasher, c'est plus en fait un film d'enquête un peu à la Scooby-Doo, où il y aurait des morts violentes régulières et où l'équipe d'adultes qui est là, c'est des adolescents qui se font tuer et c'est des adultes qui viennent enquêter, et l'équipe d'adultes est plutôt sympathique. Les adultes en fait ont tous des caractères bien trempés, ils s'envoient des pics régulièrement, ce qui fait qu'il y a pas mal d'humour et que ça fonctionne assez bien les relations entre eux. Donc c'est un pur divertissement, une pure série B d'ambiance avec voilà, le phare planté sur un caillou en plein milieu de la brume pendant tout le temps et évidemment des meurtres, etc. Qui sont quand même costauds et sympathiques. Il y a une recherche d'efficacité qui est évidente. Problème, le film se perd un petit peu à la fin en allant sur une piste à la Indiana Jones avec un trésor enfoui. C'était pas la meilleure idée du monde, mais ça ne gâche pas l'ambiance et on continue quand même à vraiment apprécier ce qu'on découvre. Donc, une bonne petite découverte, pas du tout connue et qui mérite clairement d'être dépoussiérée aujourd'hui. Un des très bons films de genre que j'ai pu découvrir ces dernières années. Ensuite, je parlais d'un petit thriller qui s'appelle Keepers, qui est sorti en 2018. Et Keepers, c'est un film avec Gerard Butler. Ne partez pas. C'est un film qui est axé sur des gardiens de phare qui donc vivent, voilà, période reculée. C'est un film qui se passe dans le passé. Il n'y a pas d'électricité, ils sont coupés du monde. Il y a un bateau qui est censé passer pour leur filer des vivres et les relever de temps en temps, mais c'est effectivement rare. Et ils découvrent, après un naufrage, un coffre qui contient pas mal d'argent. Et peu à peu, il va y avoir des tensions qui vont jaillir entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le partage, sur ci, sur ça. Et ça va peu à peu mal tourner, ça va devenir un thriller progressivement, avec une petite étude de caractère. C'est un film qui est très posé, qui prend son temps pour, encore une fois, décrire les personnages, qui laisse évidemment une belle part au décor et à l'ambiance, parce que c'est clairement le point fort du film, c'est le côté phare et le côté un peu isolé, parce que comme ils sont isolés, ben, évidemment, il n'y a qu'eux qui font les règles de ce qui se passe sur leur île. Et c'est un petit thriller qui n'est pas très inventif en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais qui a des bons moments d'efficacité. Il y a plusieurs passages qui ont une réelle tension et sur lesquels
on apprécie un peu le spectacle. Et on voit, voilà, on a de vraies confrontations de personnages. Malheureusement, voilà, au-delà en fait de la confrontation qui est avouée et qui va avoir lieu, le film ne va pas beaucoup plus loin et il s'arrête en n'ayant pas énormément, pas en ayant apporté beaucoup plus à son sujet. Il n'y a pas de surprise dans ce film. C'est un film qui est correctement exécuté, mais qui est fait sans grande virtuosité. Et donc, c'est sympathique à suivre pour ceux qui ont envie, voilà, d'un film d'ambiance qui se passe dans des phares, mais c'est pas un film qui va clairement rester dans la mémoire. Mais bon, petite découverte qu'on peut signaler, qui a son ambiance quand même, son quota d'ambiance sympathique. Et enfin, le dernier de cette catégorie sur les phares, vous en avez sûrement entendu parler ou peut-être déjà vu, c'est évidemment The Lighthouse de Robert Eggert de 2019, qui est un film tourné en mode cinéma des années 20, avec d'ailleurs des objectifs de l'époque pour certains plans, tourné en noir et blanc avec un format 1:1, donc c'est typiquement là un petit gadget qui sert à donner une esthétique d'époque et des cadrages très carrés, très symétriques qui fonctionnent assez bien justement dans cette logique de film d'époque. Gros duo d'acteurs. Bon, je suis un inconditionnel de Willem Dafoe qui est un acteur incroyable dans toutes ses compositions. Que ce soit dans les blockbusters ou dans les petits films d'auteur, il est excellent, il a un charisme incroyable. Et la surprise un petit peu de ce film, c'était quand même Robert Pattinson qui est très efficace dans son rôle. Vraiment, c'est par lui en fait qu'on s'introduit un petit peu dans le film. C'est vraiment avec son regard qu'on se... En fait, c'est la première personne à qui on s'identifie. Mais au fur et à mesure que le film avance, on va dire un peu de moins en moins parce qu'on n'est pas en train de vivre, même si on partage les émotions et la tension, on n'est pas en train de vivre exactement ce qu'il vit. Et comme il y a un petit passé trouble aussi avec son personnage, il y a des révélations qui arrivent au fur et à mesure du film qui renforcent un peu la distance qu'il y a entre nous. Mais en termes de portrait, les deux personnages sont incroyables, les face-à-face entre eux sont très tendus. Vraiment, on a des échanges qui sont souvent à fleur de peau. On a l'impression qu'ils peuvent péter un câble à tout moment. Et voilà, il y a des séquences, enfin je veux dire, quand on a vu la séquence de la mouette sur la citerne, c'est incroyable d'intensité. Pour un film qui est très posé, qui a des cadrages vraiment en plan-plan, où la caméra reste très souvent immobile, c'est vraiment très bien dosé, avec des petits effets spéciaux d'ambiance là aussi sur des créatures qui sont... Je les trouve plus maritimes que Lovecraftiennes. Elles sont un peu Lovecraftiennes. C'est vrai que bon, l'homme poulpe, c'est évident que c'est Lovecraftien, mais ça va chercher un peu plus que Lovecraft. C'est pas complètement Lovecraft. C'est l'aspect folie est Lovecraftien aussi. Pour faire un petit peu écho à ma vidéo précédente sur Lovecraft, mais vraiment c'est plus un contexte d'ambiance maritime, je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Je trouve que c'est davantage l'ambiance maritime qui l'emporte que totalement l'ambiance Lovecraft. Mais les deux sont présents, les deux interagissent les uns avec les autres et on a voilà, ce film un peu hybride qui est un pur film de style, donc qui ne va pas plaire à tout le monde. Il faut apprécier voilà, un rythme très lent et très posé. Voilà, un film qui rend hommage aux années 20. Il faut apprécier un film qui rend hommage aux années 20. Mais un grand numéro de cinéma, un très grand morceau de cinéma pour cette année-là. Et clairement un des bons films d'ambiance de notre époque dans ce contexte. On passe maintenant au film d'aventure en milieu maritime. Et bon, pour ça, on commence direct par le début, à savoir 20 000 lieues sous les mers, la version de 1953 de Richard Fleischer. Bon, ce film est clairement un film qui a de quoi façonner l'enfance. Je l'ai découvert évidemment quand j'étais jeune et j'incite tous les parents à le montrer un peu aux enfants. C'est un excellent film d'aventure qui commence comme une grande chasse aux monstres avec le côté film d'époque et un Kirk Douglas magnifique en marin insolent.
c'est clairement lui qui est qui a le personnage qui a le plus de charisme dans tout le film, avec évidemment le capitaine Nemo et son dégoût du monde. Et les deux personnages seront en constante opposition d'ailleurs, et c'est ça qui est plaisant dans la confrontation. C'est un film qui garde un petit côté kitsch, mais qui a ce côté gros film d'aventure qui accumule les différentes séquences qui font voyager, avec les séquences sous-marines, les pillages des épaves, des trésors dans les épaves, tout un tas en fait de dilemmes moraux qui sont intéressants aussi pour les adultes et qui permettent aux enfants de voyager, de se construire un imaginaire sous-marin qui est extrêmement riche. Le film a vieilli, le petit traitement des indigènes fera grincer peut-être quelques dents, ça a un petit peu vieilli. La mise en scène a un petit peu vieilli de ce point de vue, du point de vue des indigènes cannibales. Mais pour le reste, le film garde un très beau côté d'aventure à l'ancienne, avec ce côté un peu steampunk qui est assez plaisant aujourd'hui en mode visionnage nostalgique. À comparer avec l'aventure extraordinaire de Karel Zeman, que je vous invite à découvrir également, même si je ne vais pas le mettre dans ce contexte-là, c'est trop particulier. Mais grand film d'aventure sous-marin et probablement l'un des meilleurs de sa catégorie en termes d'exploration et d'aventure. Je continue avec un autre film de sous-marin qui est une espèce de réactualisation des 20 milieux sous les mers, de 20 milieux sous les mers, mais en beaucoup moins bien, en beaucoup plus kitsch en fait. Le film a beaucoup plus vieilli que le classique Disney qui le précédait de 10 ans pourtant. C'est Le sous-marin de l'Apocalypse de 1961 de Irving Allen. C'est un film qui condense une série. Il y a une série qui se passait justement dans des sous-marins d'exploration qui s'appelait Voyage to the Bottom of the Sea, série des années 60. Et ce film condense un petit peu cet état d'esprit dans un film où une ceinture de météores commence à rentrer dans l'atmosphère terrestre et réchauffe l'atmosphère de la Terre, ce qui va peu à peu la carboniser. Et ils ont un plan génial, ils veulent bombarder la ceinture d'astéroïdes avec une ogive atomique. On n'était pas loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, du coup les problèmes se réglaient facilement avec une bombe atomique. Et on va suivre un peu leur aventure parce qu'évidemment les Nations Unies ne sont pas d'accord et on va leur mettre des bâtons dans les roues et ci et ça. Et en plus en fait d'avoir nos héros qui sont pourchassés par tous les sous-marins autour du monde, il va y avoir évidemment des problèmes techniques qu'ils vont avoir. Il y a des saboteurs qui sont sur le sous-marin. Il y a deux calamars géants qui vont les attaquer coup sur coup. Alors il y a plein... Voilà, il y a trop de rebondissements pour que ce soit crédible. C'est très kitsch de ce point de vue-là. Ça a vieilli. On sent qu'il y a vraiment un style, pour le coup, il y a un style années 50-60 où c'est des péripéties qui se passent les unes après les autres, sans qu'il y ait forcément de lien entre elles. C'est juste en fait, c'est du divertissement et on rajoute des trucs pour combler le temps en fait, pour gagner des minutes. C'est une façon de divertir. Il y a certains films qui sont construits comme ça, d'aventure que j'apprécie beaucoup de cette époque. Celui-ci est quand même assez kitsch et a mal vieilli. On voit vraiment que c'est un film de studio où en fait le sous-marin est carré. Il n'y a pas un moment où on a l'impression qu'on est dans un sous-marin. Mais c'est un film qui est plaisant à suivre avec beaucoup de scènes où des maquettes passent dans des aquariums. Donc on s'amuse. C'est assez rigolo, on sourit un petit peu. C'est sympathique, mais voilà, ça a beaucoup plus vieilli. Donc pour ceux qui aiment les films d'aventure kitsch, ça vaut le coup. Pour les autres, ça sera un petit peu trop vieux.
Je vais aborder dans cette catégorie fonds sous-marins fantasmés. Je vais citer aussi 2 films modernes qui ont leur style dans chacun d'eux. C'est La vie aquatique de Wes Anderson et l'Odyssée de Pi d'Ang Lee. L'Odyssée de Pi est assez connu déjà parce qu'il a assez bien marché et on en a beaucoup parlé quand il est sorti au cinéma. La vie aquatique de Wes Anderson, comme il n'y avait pas encore The Grand Palace Hotel, il n'était pas encore hyper connu du grand public, mais il avait déjà ce style très kitsch, où là, clairement, il prend une équipe un peu à la Cousteau, et tous les fonds marins sont tournés avec des espèces de techniques d'animation en stop motion, par ordinateur. C'est très particulier. En fait, les fonds marins ne sont clairement pas des reconstitutions de fonds marins, c'est vraiment quelque chose de très très kitsch. Et c'est du film d'aventure où les héros ne sont jamais vraiment en danger et où tout est très coquet, quoi, très gentil. C'est du film très léger, un peu évanescent, avec un état d'esprit qui est sans aucune tension et où tout est dans les petites émotions, les petits sentiments, les petits personnages mignons. C'est pas du tout une ambiance pour le coup que je trouve maritime, mais c'est un film un peu sur les fonds marins qui a une vision un peu cucu, quoi, très naïve, très naïve, poétique en fait. Une vision en fait qui n'est pas particulièrement partagée, en fait, qui n'est pas classique. Et comme cette vision n'est pas classique, ça vaut le coup de le voir pour se faire une idée sur l'ambiance que c'est. Mais c'est clairement pas une ambiance, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo parce que c'est trop particulier pour vraiment être considéré comme une ambiance marine. Mais c'était un exercice intéressant. Et l'Odyssée de Pi, tout est numérique. Il avait été tourné pour la 3D à l'époque, donc il y a certains petits effets qui ont mal vieilli, notamment les effets spéciaux qui traversent les bandes noires sur les côtés. L'idée était là, mais ça n'a pas bien vieilli. D'ailleurs, pas mal de films en 3D qui voulaient l'utiliser comme un gadget n'ont pas très bien vieilli. En termes après de messages sur la nature, il y a le côté nature. La nature est merveilleuse, mais en même temps elle est dangereuse, etc. C'est cohérent, c'est un petit peu une vision que j'ai également. Donc, sur le message global, c'est plus un beau film d'image qu'un grand film d'ambiance. Mais c'est un petit film qui est sympathique, là aussi famille compatible, donc à voir et aussi à apprécier pour ses petites qualités. C'est sympathique. Au rayon film d'animation, il y a un petit film dont j'aimerais parler, c'est Le Chant de la Mer. C'est un film de Tom Moore qui a déjà produit et réalisé Brendan et le secret de Kells. Petite histoire qui se passait dans une abbaye où il y avait là aussi une forte ambiance celtique. Et Le Chant de la Mer, c'est clairement une ode à la culture celte, avec justement la légende de la Selkie, qui mêle ça à une histoire de famille où le fantastique qu'on voit, le merveilleux qui imprègne le film, sert d'angle symbolique pour retracer la relation entre les personnages. Il y a typiquement il y a des symboles qui parlent. Quand on a la géante du géant qui pleurait tellement qu'il est changé en pierre et qu'on compare ça avec le père qui a perdu sa femme et qui ne ressent plus rien depuis, qui a anesthésié tous ses sentiments, on découvre tout le potentiel de la richesse du dessin animé. Et c'est un dessin animé qui est censé s'adresser aux enfants. Et c'est ça qui est intelligent, c'est que c'est un film à 2 niveaux de lecture. Un pour les enfants qui verront essentiellement le merveilleux et tous les beaux dessins, un type de graphisme très particulier, c'est très simple, en mode, c'est typiquement en mode ambiance texture, donc le dessin est grossier, c'est des formes qui sont plates, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de proportion non plus, mais ça a un style, c'est un style visuel particulier qui va vers l'épure, résultat assez intéressant, en tout cas très atypique.
et avec voilà, une ambiance. C'est Bruno Coulet qui est à la musique, donc c'est un régal auditif de tous les instants. C'est un des films qui confirme que la France est assez bonne dans le domaine du film d'animation. J'aurais pu citer aussi La Tortue Rouge, qui a des petites propositions sympathiques là aussi, mais c'est des films à la survie Robinson Crusoe. C'est un peu comme des films comme Seul au monde. C'est pas tout à fait la mer. C'est davantage la survie. C'est davantage la survie. Il y a toute cette ambiance maritime, un peu, mais généralement c'est sur des îles tropicales. C'est pas la même ambiance que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo. Toutefois, ce sont de bons films, donc jetez-y un coup d'œil si le sujet de la survie sur une île vous intéresse. On va passer maintenant à la catégorie des thrillers en pleine mer. Il y a au moins 2 films qui ne sont pas très connus que j'aurais envie de citer dans cette catégorie-là. Le premier, c'est Calme Blanc de Philippe Noyce. C'est un film des années 80, en fait de 1989, et avec un casting qui est assez sympathique, puisqu'il s'agit de Nicole Kidman, de Sam Neill et de Billy Zane. Un petit trio qu'on va suivre et qui va peu à peu cultiver la tension. C'est un couple qui fait un parcours en mer puis qui récupère un naufragé qui se révèle de plus en plus instable et qui en fait est un psychopathe qui a été assez dangereux avec son dernier équipage et dont on va suivre un petit peu les actions, etc. C'est un thriller domestique, un peu typique de son style en fait, parce qu'il n'y a aucune surprise dans le déroulement, à savoir que l'homme est très vite isolé dans l'incapacité de secourir sa femme, et on va suivre du coup comment sa femme va essayer de gérer la situation avec un psychopathe qui est en train totalement de la convoiter sexuellement. Donc tension qui est diffuse, constante, avec cette atmosphère maritime où on est piégé sur le bateau et complètement seul, et où personne ne répond à la radio évidemment, etc. Donc ambiance très sympa, en fait cadre paradisiaque. Là le cadre est plutôt sympathique, mais c'est clairement les événements et les personnes avec qui on est bloqué qui rendent le huis clos assez étouffant. C'est un film en structure de huis clos et le jeu des acteurs et les quelques petits rebondissements sont assez plaisants justement à ce niveau-là et font un film qui est plutôt tendu et plutôt agréable à suivre dans la découverte. Peu connu, pas forcément beaucoup de choses pour demeurer en tant que grande référence du genre, mais un petit thriller bien efficace. L'autre thriller que j'aimerais citer, c'est Plein Soleil. C'est un film français de René Clément qui date des années 60, avec notre Alain Delon national. C'est un thriller qui prend son temps et qui va d'abord poser une situation où le crime n'était pas prévu et où peu à peu on a des personnages qui n'étaient pas forcément mauvais au premier abord, qui vont se révéler plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est là aussi un huis clos qui se passe dans le contexte d'un bateau, en tout cas au début, mais après ça se passera en bord de mer, après ça se passe en bord de mer pour toute la seconde partie du film. C'est un petit thriller qui est intéressant pour sa chute et évidemment pour le jeu d'Alain Delon. Et en termes d'histoire, ce film a été remaké. C'est déjà l'adaptation d'un livre. Ce film est déjà l'adaptation d'un livre qui est Le talentueux Mr. Ripley, qui a été officiellement adapté après dans les années 90. Et quand on compare les deux films, on constate qu'il y a une trame qui est assez similaire, même si le talentueux Mr. Ripley développe beaucoup plus la situation que Plein Soleil. Plein Soleil fait vraiment une œuvre d'ambiance qui
va jouer d'abord sur la montée de la tension, le meurtre qu'on n'attendait pas, puis la situation qui continue en fait. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on est du côté du meurtrier et qu'on va s'amuser à suivre la situation de son point de vue. Donc thriller qui est très connu, qui est une référence française en termes de cinéma et qu'on vous invite à découvrir. C'est de la bonne qualité, il y a la tension met du temps à avancer, mais c'est un bon film qui est bâti sur des arguments solides, pas sur la violence, mais clairement sur la tension de sa situation. Je vais maintenant citer des petits films de créatures qui se passent en mer avec cette ambiance très insulaire. Alors là, j'ai fait un choix, j'ai cité une petite série B pas très connue, c'est Sea Fever qui est sorti l'année dernière en 2019 et Les Dents de la Mer, le premier du nom, même si je vais faire une petite rétrospective sur la saga. Je n'ai pas voulu citer d'autres films de requins ou d'autres films de créatures marines parce que je vais très probablement faire une autre vidéo spéciale créatures où je développerai de bons films de créatures dans les océans. Sachant qu'Underwater en fait déjà partie, mais bon. J'ai pris des films de créatures où il y a vraiment une ambiance marine, une ambiance insulaire, où c'est en fait les personnages qui sont mis en avant et pas les créatures. Sea Fever, c'est une petite série B pas très connue qui a le mérite de suggérer beaucoup en montrant assez peu sans que ça s'effondre en fait. Il y a assez de savoir-faire pour que on reste jusqu'à la fin. C'est un petit peu violent à partir d'un certain moment où il commence à y avoir en fait. C'est un film où des pêcheurs s'écartent des zones de pêche et se retrouvent aux prises avec une étrange créature qui les bloque en fait, qui les maintient sur place et qui va peu à peu infecter leur bateau avec une espèce de forme de vie qu'on suppose être des larves. Vous verrez ce que c'est en regardant le film parce que le film cultive un certain mystère et c'est justement la découverte de la créature qui est un des intérêts du film. Ce film a des petits soucis parce qu'effectivement il y a des moments où on a des séquences sous-marines et il n'en montre clairement pas assez dans les séquences sous-marines pour qu'on y croie. C'est ça qui est un peu dommage. On a un peu du mal à y croire parce qu'il suggère un petit peu plus qu'il ne montre. En fait, il ne montre pas assez pour qu'on accepte tout. Mais là où il gagne des points, c'est dans l'ambiance et dans l'équipage. Il y a une énorme roussophobie qui règne dans l'équipage et c'est ça en fait qui rend l'équipage, je trouve, sympathique. Ça leur pose tout de suite une ambiance, ils posent une personnalité immédiatement. Et la Rousse, qui est une scientifique qui va évidemment se retrouver au premier plan durant l'aventure, fait le boulot en étant plutôt sobre, mais c'est pas elle qui est la plus charismatique dans l'équipage, c'est plutôt la vieille qui direct quand elle enlève son bonnet. ça loupe pas une minute. Ce qui est sympathique, c'est et l'ambiance avec l'équipage et l'aspect légende marine. Il y a cette légende autour des cheveux de la mer et comme la créature est un peu tentaculaire, il y a cette esthétique un petit peu qui est gardée au cours du film et c'est ça qui sauve un petit peu le film, qui garde le film à flot. On a envie en fait d'être sympathique avec ce film parce que il essaie de vraiment faire une bonne ambiance, de cultiver son ambiance et c'est plutôt payant sur le long terme. Donc, même si c'est un film qui en montre pas assez pour qu'on soit totalement satisfait par l'aspect créature, c'est un film qui est agréable à découvrir pour l'ambiance et ses personnages. Donc, petite référence en film de créature pas très connu qu'il est intéressant à découvrir. Je vais maintenant parler des Dents de la Mer que vous avez vu parce que normalement tout le monde l'a vu, c'est bon. Qui, en termes d'ambiance, c'est clairement pas le requin qui est devant, c'est les personnages, c'est la traque sur le bateau et c'est cette ambiance d'abord sur l'île
très bonne ambiance qui est très bien rendue sur l'île. On sent vraiment une communauté un peu isolée, on la sent direct et ça transpire le naturel. C'est ça qui est très plaisant dans la partie sur l'île. Et dans la partie bateau, le côté track avec les bidons, etc. Il y a de bonnes idées qui renforcent en même temps les caractères de chaque personnage et qui nous les font les apprécier. C'est clairement ça qui est sympathique dans ces Dents de la Mer. C'est pour ça que je le mets dans cette liste des films d'ambiance marine. Et je mets aussi avec lui sa suite, Les Dents de la Mer, deuxième partie, qui est totalement le prolongement, je trouve, en termes d'ambiance du premier. On garde l'aspect île, en ayant même encore plus l'aspect île, je trouve. On garde vraiment le côté plage, île touristique, qui est toujours bien mis en avant, avec beaucoup de séquences qui restent sur l'eau. Et clairement, pour moi, c'est une petite série B. C'est le premier film Les Dents de la Mer que j'ai découvert. Et clairement, il mérite le coup. Il mérite d'être découvert et toujours apprécié aujourd'hui, même si effectivement, il est moins efficace que le premier film. Je ne parle pas des autres films de requins. Bon, Les Dents de la Mer 3, c'est un nanar, et Les Dents de la Mer 4, c'est un navet. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas vraiment plus à en dire. Je parlerai de films de requins dans mes vidéos prochaines sur les créatures marines, où je ferai un inventaire de quasiment tous les films de requins qui ont existé en vous donnant les bons et les pas bons, histoire de gagner du temps. On reparlera de ça plus tard. Mais Les Dents de la Mer, premier et deuxième, de très bons films en termes d'ambiance insulaire, si vous avez envie de ce type d'ambiance. Et pour conclure sur les films de créatures, je parlerai aussi d'Évolution de Lucile Adzia-Lilovic, sorti en 2015, qui a fait son petit effet à sa sortie. C'est un film étrange qui a une atmosphère qui est assez oppressante, très en fait chirurgicale. Plus chirurgicale que vraiment maritime, mais les deux s'entremêlent. Comme il y a beaucoup de scènes sous-marines et qu'il y a une comparaison entre les femmes adultes qui sont des espèces de créatures marines, c'est un film fantastique qui se centre sur des enfants, uniquement des jeunes garçons, qui sont dans un espèce de village qui est tenu uniquement par des femmes. Il n'y a aucun homme adulte, toutes des femmes qui sont des infirmières et opèrent les jeunes garçons qui se mettent à donner naissance à des espèces d'hybrides, des créatures mi-hommes, mi-marins. C'est assez étrange. La réalisatrice a choisi de ne pas interpréter ça en interview. De ce que j'en ai compris, je pense que ça parle un petit peu de GPA, je pense. Le thème, c'est un peu la GPA, la PMA en mode pas naturel. Et en tout cas, il y a une réelle angoisse qui est très organique, très viscérale, qui est diffuse dans tout le film. Parce que c'est vrai qu'en plus que ce sont des enfants qui sont victimes de tout ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment un film étrange avec une atmosphère très posée, très très particulière. En fait, typique un petit peu de l'horreur indé avec des enfants. Il y a souvent beaucoup de malaise dans lequel on plonge les enfants dans ce genre de film, des situations qui sont assez dures. Et Évolution est un film curieux, un film assez intéressant. Maintenant, il y a des petits problèmes qui vont avec. Je pense aussi, il y a tout le discours sur l'éveil de la sexualité avec les enfants qui passe notamment par une relation assez ambiguë entre un des enfants et une infirmière. Je pense que ça n'a pas vraiment sa place ici, c'est pas vraiment le sujet, du coup ça aurait pu être évité, on aurait pu se focaliser vraiment sur le sujet du film. Mais ça forme un tout. C'est des thèmes qui sont assez typiques de la réalisatrice parce qu'elle a déjà fait un film auparavant qui traite des enfants. C'était un pensionnat de jeunes filles et là aussi il se passait un petit peu des choses étranges. C'était à la lisière du fantastique. Ça brassait là aussi des thèmes qui sont
sur l'éveil de l'enfance, sur les traumatismes aussi que les enfants peuvent vivre. Le résultat est étrange, c'est un film un petit peu du malaise, mais un film qui a des images sublimes. En termes de direction artistique, c'est magnifique. Il y a de très beaux contrastes d'éclairage, c'est très très bien dosé. La photographie du film est vraiment bien faite. Donc, si vous voulez voir un bel objet avec une ambiance mi-maritime, mi-chirurgicale, en mode malaise médical, c'est un film qui est intéressant et que je vous recommande fortement. D'autant plus que voilà, ça fait partie un petit peu du cinéma français. C'est une proposition un peu étrange qui forcément n'attire pas beaucoup de monde. Donc une petite perle à redécouvrir. Enfin, il y a deux cas que je vais aborder en option, même si c'est pas pour moi vraiment des films maritimes. C'est Waterworld, donc de Kevin Reynolds des années 90, qui est un Mad Max sur l'eau, clairement. Donc il n'a pas vraiment sa place dans sa catégorie en termes d'ambiance. C'est beaucoup plus proche de Mad Max que d'un film marin. Mais il y a vraiment quand même cette ambiance marine, avec tous ces gens qui vivent constamment sur leur bateau, qui pêchent pour survivre, qui réutilisent tout ce qu'ils peuvent réutiliser. Ça a un côté, cet univers a aussi un côté marin, et il y a cet appel du large, l'appel du large qui passe au travers du héros qui est joué par Kevin Costner. Il est réel, on le sent, il est le mal du pays qu'il a quand il retrouve la terre à la fin, et qui ne peut pas s'empêcher d'abandonner la terre pour retourner dans l'eau parce que c'est ça son monde. C'est quelque chose qui est au cœur du film et qu'on ressent. Et donc cette soif du large et d'aller de l'avant sur l'eau, elle est dans le film, et c'est clairement ça en termes d'ambiance qui donne aussi tout son charme au film. Donc on vous invite vraiment à voir ce film aussi pour ça. Si déjà vous ne l'avez pas vu, parce que ce film est devenu culte avec le temps, donc très probablement déjà vu et je pense apprécié, même si il a son côté un petit peu kitsch, et qu'il y a certains personnages comme la gamine qui méritent aujourd'hui d'être oubliés, qui mériteraient d'être oubliés aujourd'hui. C'est les années 90 où on avait besoin d'un sidekick comique. Voilà, c'était ça. Et le deuxième cas que j'aimerais aborder, c'est la saga Pirates des Caraïbes. Bon, c'est à partir de là, je pense, à partir de cette saga, quoique dans le premier film, ça passe encore. Il y a un peu le goût de la mer et un peu le goût, voilà, il y a de la piraterie sympathique. Mais bon, je pourrais citer aussi d'autres films de pirates, là, comme Pirates de Polanski. Mais les films de piraterie ont un côté film d'aventure qui est particulier. Et s'il y a aussi le goût du large dedans, dans le cas de Pirates des Caraïbes, ça se dilue très vite dans l'aspect spectaculaire. Si encore le premier film développe un peu son goût du large et des différentes ambiances, très vite ça devient, je ne vais pas dire que ça se bâtardise, mais ça devient beaucoup plus large et on perd un peu de vue cette ambiance. Ça devient vraiment plus film d'aventure, on va suivre un peu les personnages en mode film d'aventure pour toute la famille, qu'un vrai film complètement d'ambiance. Et si l'ambiance revient ponctuellement, ça devient plus un film qui va collectionner où c'est les séquences d'action, de combat, d'aventure qui deviennent vraiment l'enjeu du film, et moins l'ambiance qui est développée tout du long. Donc, premier, ça va encore, mais à partir du deuxième où l'action vraiment commence à partir trop dans le fantastique ou dans les trucs un petit peu de fête foraine, d'attraction, avec toutes ces séquences d'action qui sont un peu what the fuck. À partir de là, je pense que Pirates des Caraïbes est plus vraiment dans l'ambiance marine et
c'est plus vraiment aujourd'hui. On a regardé, vous avez vu probablement les derniers Pirates des Caraïbes à partir du 4 et du 5 surtout, parce que la saga avec Gore Verbinski est plutôt cohérente, mais le 4 et le 5, c'est du film d'aventure, de studio qui n'a plus vraiment de rapport, qui est coupé un peu de l'ambiance avec la mer, clairement. Donc, même si c'est en lien avec la mer, je trouve que ça a perdu un petit peu. Des films comme Pirates de Polanski sont un peu plus en lien, on va dire, mais là aussi, il y a un côté aventure à l'ancienne, un peu pour la famille, qui sont plutôt plaisantes. Voilà. Donc voilà, Pirates de Polanski, un peu plus, je pense, un peu plus présentable en termes d'ambiance que les Pirates des Caraïbes. Mais bon, si vous avez envie d'un film avec du pognon, enfin d'un blockbuster tout simplement dans le milieu maritime, Pirates des Caraïbes délivre un peu la marchandise. Même si en blockbuster, il y avait déjà En pleine tempête qui peut passer vraiment pour un blockbuster marin de bonne qualité. Voilà donc un peu pour tous ces films. Dans les autres médias, il y a aussi quelques cas dans les jeux vidéo, mais si beaucoup d'eux se passent dans le milieu aquatique, il y en a peu qui sont vraiment focalisés sur l'ambiance marine. Mais toutefois, on pourrait en citer un ou deux qui seraient appropriés dans cette vidéo. Je pense notamment à deux jeux qui ont fait un peu parler d'eux, c'est Subnautica et Abzu. Subnautica, pour son trip, nous offre une planète qui est en grande majorité recouverte par les eaux et une carte qui est assez grande et dans laquelle il faut évoluer en faisant donc du crafting, de la survie et en comprenant peu à peu la situation tout en réagissant face à différents événements qui arrivent dans le scénario pour pouvoir construire une fusée et quitter la planète. Le problème, c'est que pour quitter la planète, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on apprend assez vite que c'est parce qu'on a été abattu en plein vol et il y a une situation à régler avec un certain nombre d'énigmes et en fait d'étapes à accomplir avant de pouvoir faire un retour à la base. Et Subnautica a ce goût de l'ambiance et place pour enjeu de partir dans les grands fonds, et plus on va dans les grands fonds, plus on est confronté à des dangers qui sont graves, en tout cas préoccupants. Et on retrouve dans ce jeu, pas l'ivresse des profondeurs, mais ce goût pour l'exploration aquatique, avec beaucoup en fait de biomes, d'écosystèmes qui sont différents les uns des autres et qui ont des espèces chacune particulières dans chacun d'eux, des espèces particulières dans chacun d'eux. Et il y a ce goût pour la découverte et en même temps, plus on va bas, plus on retrouve cette peur de l'abîme, cette peur du noir, et à raison dans plusieurs cas, à plusieurs moments. En tout cas, Subnautica, excellent jeu en termes d'ambiance et de crafting. C'est une bonne alternative à Minecraft qui pompe un peu plus quand même de capacité, mais qui offre une expérience tout à fait plaisante dans l'immersion. Et on parle maintenant d'Abzu, qui est un jeu particulier. C'est un jeu qui a des graphismes un peu cartoon, qui sont simples, qui sont très lisses, très lissés. Il n'y a pas le grain de Subnautica, il n'y a pas la texture de Subnautica, c'est des textures qui sont à chaque fois plutôt lisses. Mais plus on avance dans le jeu, plus il y a en fait de détails et plus il y a de motifs, puisque c'est un peu géométrique. Il y a une vraie étude d'ambiance dans les formes et dans l'évolution du personnage dans les fonds sous-marins. Et par rapport à ça, le jeu offre des séquences qui sont parfois
vraiment enivrante de beauté, de détails stylisés. C'est déjà de la stylisation des fonds marins, mais avec des ambiances tout à fait plaisantes. Et ce goût pour la nature, on va dire, où même les espèces prédateurs ne sont pas vues vraiment comme des prédateurs. Elles sont prédatrices, mais on leur rend davantage hommage. Elles ne jouent pas le rôle de danger ou d'antagoniste, en tout cas dans la trame. Et c'est ça qui un peu donne ce côté paisible à Abzu, qui est vraiment un jeu d'exploration, de découverte et d'avancée avec 2-3 énigmes, mais c'est fait juste pour rallonger un petit peu le temps qu'on passe dans tous les décors. Et c'est là aussi un jeu qui est très sympathique à découvrir, à explorer, qui est très paisible, plus paisible que Subnautica, parce que Subnautica navigue entre l'émerveillement et la quête d'explorer et la peur, parce qu'il y a certains moments où quand on est confronté à des espèces qu'on ne connaît pas et avec qui on fait connaissance et qui ne sont pas toujours bien intentionnés, il y a un côté qui n'est pas très rassurant également. Maintenant, on vous invite à faire des suggestions aussi. Si vous avez des références que je n'ai pas, je serais intéressé d'en avoir en commentaire. On pourrait parler aussi de certaines bandes dessinées. La bande dessinée que je lisais au début, il s'agit de De Cap et de Croc, qui a cet aspect kitsch, hérité du baron de Munchausen. Et comme il y a pas mal, surtout en fait dans les premiers tomes, il y a beaucoup cet amour de la mer, mais la mer avec des monstres marins, avec des crabes géants, avec tout un imaginaire qui est hérité des légendes du passé. C'est là aussi de l'ambiance maritime fantasmée. C'est de l'aventure à l'ancienne avec les héros qui sont des personnages, qui sont des animaux. Contrairement aux autres, tous les personnages sont humains, mais les héros sont incarnés par des animaux. Donc des animaux qui parlent et qui se tiennent debout. Et ce petit mélange en fait de genres est assez cohérent, fonctionne bien et a un état d'esprit très chevaleresque qui est bien dans la logique de l'aventure à l'ancienne. C'est une BD d'aventure à l'ancienne que je vous invite vraiment à découvrir. C'est une très très belle création, mais pas dans l'aspect ambiance à l'ancienne austère, plus dans la nostalgie. Voilà, c'est le 19e en mer avec des monstres marins et tout un imaginaire de magie et d'enchantement, quoi. C'est clairement du vintage. C'est clairement une BD vintage et on vous invite à la découvrir. Elle mérite clairement le déplacement. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez découvert quelques petites références que vous ne connaissiez pas et que vous allez pouvoir apprécier. D'ici là, moi, je reprends mes lectures et je vous donne rendez-vous très bientôt pour autre vidéo d'ambiance où, j'espère, il y aura toujours autant de films à vous proposer. À très bientôt et cultivez-vous bien pendant ces périodes de fêtes et de Covid. Mais comment on s'en sert de ce machin ?